Très heureux de faire cet exposé devant vous aujourd'hui. Et donc je vais vous parler donc, de ce sujet qui est donc un sujet qui va mélanger en fait des questions de topologie de dimension 3 et puis des questions de homologie de groupe. Et vous allez voir, donc c'est pas un sujet sur lequel j'ai des contributions personnelles, c'est juste un sujet que je trouve joli et que je me suis dit tiens si je vous racontais ça. Donc en espérant que vous trouvez ça intéressant. Et donc en fait, une sorte de, si vous voulez, si je devais résumer un peu le thème de mon exposé en une phrase, ce serait comment linéariser. Donc c'est très flou et je vais justement essayer d'expliquer ça. L'espace, l'ensemble plutôt, des trois variétés, des variétés de dimension 3. Et donc pour être plus précis, à l'aide d'un groupe que je vais introduire et que je vais essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Donc à l'aide du groupe. Donc c'est un nom un peu barbare, H3 de SL de C. Donc tout l'objectif de l'exposé, c'est de vous expliquer pourquoi, comment, et en fait finalement ça pose plus de questions que ça en résout, mais c'est justement l'intérêt, je pense, de montrer qu'on se pose beaucoup de questions encore autour de ces variétés de dimension 3. Donc je vais commencer mon exposé par une sorte de rappel, qui n'est pas forcément un rappel, puisque c'est des choses assez fondamentales sur la topologie des variétés de dimension 3, qui est le sujet préféré. Donc le rappel, c'est qu'est-ce qu'on sait sur les variétés de dimension 3? Donc c'est la géométrisation des variétés de dimension 3. Donc ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ça va être donc soit M, une variété de dimension 3. Donc je vais la prendre la plus sympathique possible, compacte, orientée, connexe, orientée. Et donc en fait, depuis les travaux, donc, je vais tout de suite énoncer un théorème qui est le résultat d'une très longue histoire, qui est le théorème de géométrisation. En fait, une variété de dimension 3, en théorie, on sait la décrire complètement. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut décomposer M en somme connexe d'objets de variété, M1, MK, donc de façon unique, où les MI sont des variétés de dimension 3 qu'on ne peut pas décomposer, donc ils sont indécomposables, donc on peut effectivement leur rendre des objets comme ceci, sont soit la variété S2 croix S1, qu'on aime bien, soit des variétés irréductibles. Et quand je dis irréductible, ça veut dire que dès que vous avez une sphère incluse dans votre variété de dimension 3, elle borde une boule. C'est le bord d'une boule. Hein, dans toute sphère, borde une boule. Donc ce théorème est déjà non trivial, mais en fait il est connu depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. Et la deuxième partie, une partie qui est beaucoup plus difficile, c'est que chaque MI, donc S2 croix S1 c'est une variété bien comprise, c'est très simple. C'est ce qui nous intéresse, c'est de comprendre tous les autres, les variétés irréductibles. Donc chaque MI se décompose donc, le long de ce qu'on appelle des tors incompressibles. Un tore incompressible, c'est un tore qu'on imagine plongé à l'intérieur d'une variété de dimension 3, donc évidemment c'est une vision très schématique. Incompressible signifie que dès que vous prenez une courbe qui est non triviale sur votre tore, elle ne borde pas un disque à l'intérieur de la variété de dimension 3. Vous ne pouvez pas le compresser. Okay, le tore incompressible, de sorte que si vous prenez chaque MI et que vous enlevez cette réunion de tore, eh bien vous vous ramenez avec une somme connexe, une réunion disjointe, une réunion disjointe d'objets de la forme NIJ, où NIJ, eh bien ça va être des variétés qui portent une métrique homogène, donc des variétés possédant une métrique riemannienne homogène. Ça veut dire que au voisinage de tout point,
chaque point, la variété est localement isométrique. Et donc, il se trouve que, c'est la théorie de Thurston, on va tout de suite lui dire, ça c'est le théorème de Thurston, Perelman. Donc, Thurston pour l'énoncé et une grande partie de la démonstration, et Perelman pour la finalisation, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Homogènes, et parmi lesquels il y a 8 possibilités. Donc, il y a 8 thèmes métriques. Et en quelque sorte, ça décrit en français, plus ou moins, ça décrit complètement la topologie de ces variétés. Et donc, tout ça, ce sont des rappels en quelque sorte. Et ce que je veux expliquer, c'est que, en fait, dans chacun de ces cas, dans chacune de ces métriques, vous allez faire apparaître, si vous le voulez, une représentation du groupe fondamental dans un cell de C, qui va apparaître liée à la structure, à la géométrie. Donc, dans chaque cas, dans presque chaque cas, on fait apparaître une représentation rho, qui va aller du groupe fondamental de la variété LJ dans le groupe SL de C, qui est en quelque sorte le réceptacle de toutes ces géométries. Alors je vais expliquer, je ne peux pas faire les 8 parce que ce serait assez pénible, d'accord? Je vais juste vous montrer deux cas typiques, donc deux exemples. Puis surtout il y a un presque, d'accord? Donc je vais éviter de vous expliquer pourquoi ce n'est pas tout à fait vrai. Donc deux exemples. Donc, aussi, ça permettra de montrer des exemples de trois variétés. Donc, il y a le cas sphérique, pour une variété sphérique. Eh bien, c'est le cas de S3, typiquement, ou de toute variété dont le groupe fondamental est fini. Et donc, une telle variété admet une métrique ronde, qui est en fait un quotient de la sphère. Donc, la variété M, eh bien, ça va être le quotient de S3 par un certain sous-groupe gamma, où gamma est un sous-groupe fini de SU2. Et les sous-groupes finis de SU2, on les connaît, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a une infinité, mais ils sont relativement faciles à comprendre. Et vous voyez qu'effectivement, le groupe fondamental de M, dans ce cas-là, qui devient isomorphe au groupe gamma, eh bien, il a une représentation assez naturelle dans SL2C, puisque en fait, c'est un sous-groupe de SU2. L'inclusion naturelle dans SL2C. Okay, donc ça, c'est l'exemple des cas sphériques. Donc il y a ma variété préférée, la sphère de Poincaré, dont le groupe gamma est le groupe A5, enfin plutôt quasiment le groupe A5. Et donc ça c'est un exemple. Et l'autre exemple, c'est le cas qui va m'intéresser beaucoup plus, c'est le cas hyperbolique. Donc dans ce cas-là, M, une variété hyperbolique, en fait, elle est localement modelée sur l'espace hyperbolique H3. Ça veut dire qu'on peut l'avoir comme le quotient de H3 par un certain sous-groupe du groupe d'isométrie de H3. Donc c'est H3 modulo un certain groupe gamma, où gamma est un sous-groupe de PSL de C, qui est le groupe d'isométrie de l'espace hyperbolique. Et en fait, vous voyez c'est presque la même situation, on est quasiment sur le groupe SL de C. Vous voyez le P qui gêne un tout petit peu. En fait, on peut relever, c'est un théorème assez connu de Thurston déjà, on peut relever, c'est-à-dire qu'on va trouver toujours une représentation ρ qui va du groupe fondamental de M vers SL2C. Et qui est donc qui n'est pas unique, mais à un tout petit défaut près. Et donc vous voyez que effectivement on trouve à nouveau des représentations dans SL2C. Et celle-là, elle est fidèle et discrète, ρ, l'autre aussi. Ça veut dire qu'en fait, on a carrément, le groupe fondamental est carrément un sous-groupe de SL2C. Donc en fait, dans ce cas-là, on a aussi d'autres informations que je voulais souligner qui sont très intéressantes. C'est que dans ces cas-là, on a aussi que, c'est un peu ce qui est écrit dans le titre de mon exposé, on sait aussi que ces représentations sont rigides. Donc, ce que je veux dire par là, ça veut dire que si j'ai une famille à un paramètre ρ indice T de représentations qui vont du pi1 de n dans un cell de C, disons une famille qui dépend continuellement de T, eh bien en fait elles sont toutes conjuguées entre elles. Donc alors, pour tout T, ρ T est conjugué à ρ.
Et ceci a une conséquence intéressante que je vais développer dans pas très longtemps. Là, pour l'instant, je l'affirme. C'est que si vous avez une telle représentation que vous ne pouvez pas déformer, c'est qu'en fait, elle est à valeur dans un corps de nombre. Ça veut dire que c'est un phénomène bien connu. J'expliquerai. C'est que, comme conséquence, il va exister K, un corps de nombre, une extension finie de Q, telle que, eh bien en fait, ρ, ce soit non seulement à valeur dans la salle de C, mais en fait dans la salle 2 de K. Donc en fait, on peut être plus précis, toute variété dimension 3, par exemple, hyperbolique, en fait, on peut lui associer un certain corps de nombre. Et justement, je vais donner deux exemples. Ça me permettra de faire des dessins. Donc, alors je ne vais pas prendre des variétés de dimension 3 fermées, mais plutôt avec des bords théoriques. Mais en fait, c'est assez naturel, puisque de toute façon, j'ai dû découper le long de temps. Donc mon exemple préféré, c'est, je ne sais pas si mon dessin est assez grand, ça c'est le nœud de 8. D'accord ? Donc il se trouve que le complémentaire de cette courbe dans S3 est muni d'une structure hyperbolique, et donc d'une représentation dans ce groupe-là. Et si vous faites le calcul, ce qui n'est pas évident, mais Thorsten nous l'a expliqué depuis 50 ans, c'est qu'à ce moment-là, la représentation va aller du groupe fondamental de S3 privé de ce nœud ici, K. Alors peut-être qu'il ne faut pas que je l'appelle K, je vais l'appeler L, K ça sera pour le corps de nombre, dans SL2 de. Et donc si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que le corps de nombre qui apparaît, c'est le corps de nombre qui utilise la troisième racine de l'unité, le corps J3 égale à 1. Ok. Mais bon, il faut faire le calcul, et ça apparaît, et il n'y a pas d'autre explication que c'est ça qui se passe. Et je peux donner un autre exemple, on pourrait les multiplier, mais une autre variété de dimension 3 que j'aime beaucoup, c'est, alors, je vais tenter mon dessin, un peu plus difficile. Ça, si vous voyez ce que c'est. Déjà, c'est un entrelac. Il y a deux composantes. Et c'est ce qu'on appelle, qui connaissent donc ça, c'est le nœud 8. Et ça, c'est l'entrelac de Whitehead. Propriété amusante, c'est que c'est un des entrelacs les plus simples qui est formé de deux nœuds triviaux. C'est que si vous enlevez un nœud, il ne reste rien. Et donc lui, il est aussi hyperbolique, mais en fait, c'est générique, d'accord ? La plupart des nœuds sont hyperboliques. Et si vous faites vos calculs, S3 privé de cet entrelac, eh bien, vous tombez dans Z projet I. Le I que vous connaissez. Etc. Et donc, on peut se poser plein de questions qui sont aussi des motivations sous-jacentes au sujet dont je parle, qui est donc des questions. C'est, est-ce qu'on peut dire par exemple quelle est la correspondance entre les corps de nombre et les variétés de dimension 3 ? Que peut-on dire ? Quelle correspondance ? Quelle est cette correspondance entre les variétés et les corps de nombre ? Alors la question est vague, je vais donner une question plus précise. Vous me donnez un corps de nombre, est-ce qu'il existe une variété de dimension 3 pour laquelle le corps de nombre apparaît, c'est celui-là? On ne sait pas, d'accord? C'est-à-dire que tous les corps de nombre apparaissent ici. Alors, en fait, il y a une obstruction qui est assez claire. C'est que votre corps de nombre, il doit pas être un corps, il doit avoir un prolongement complexe. Donc, il faut que, si vous connaissez les prolongements réels et les prolongements complexes, il faut qu'il y ait au moins un prolongement complexe, sinon ça n'apparaîtra pas. Il faut que R2 soit supérieur ou égal à 1 pour ceux qui connaissent, d'accord? C'est la seule obstruction évidente. On ne sait pas en fait s'ils apparaissent tous. Autre question. Finalement, vous voyez que le fait qu'il y a des corps nombres qui apparaissent provenait de la rigidité. La question qu'on peut se demander, c'est si vous partez une variété de dimension 3, quelconque, est-ce que vous pouvez trouver une famille non triviale, des formations de représentation? Existe-t-il des représentations non rigides?
Okay, et donc c'est à cet ensemble de questions que j'aimerais essayer de répondre. Bon, la réponse est oui, bien sûr. Mais en quelque sorte, on voudrait comprendre quelle est l'origine générale de la non-rigidité. C'est à ce qu'on peut essayer de comprendre de manière générale pourquoi et comment une représentation d'une variété de dimension 3 peut se déformer. Et donc j'en viens. Donc ça c'était ma partie de motivation et rappel. Maintenant j'en viens vraiment à ce fameux groupe H3 là, que je vais essayer de vous définir. Donc, vous avez tous vu qu'il y a une nagée ce soir à 18h. Je le remettrai après. Donc maintenant venons-en à un groupe, à l'homologie des groupes. Donc je vais prendre un groupe G qui en fait sera celle 2 de C, dans pas très longtemps, et je vais vous expliquer un point de vue un peu qu'on considère maintenant comme non standard sur l'homologie des groupes. En fait, si vous lisez Poincaré, c'était essentiellement son point de vue à lui, d'accord? Donc il y a un petit retour en arrière, mais c'est une façon, vous allez voir que c'est adapté à mon sujet, mais c'est une définition à part entière de l'homologie des groupes. Donc je vais définir HK de G. Okay, donc je prends un groupe quelconque. Mais ma définition elle ne marchera que pour k plus k égale à 3. Ce n'est pas gênant puisque c'est en fait le k égale à 3 qui m'intéresse. Hein, pour les spécialistes, c'est la théorie du bordisme que je vais utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc un élément de HK de G est la donnée d'une paire que je vais noter comme ça entre crochets M et ρ. Hein, en fait, ça va être une variété de dimension k et une représentation d'enjeu. Hein, donc M, c'est une réunion disjointe de variétés, M. Une réunion disjointe. Et ρ, une représentation, c'est une famille de représentations de chaque groupe fondamental de MI. Donc ρI, ça va aller du π1 de MI dans G. Une représentation. Et donc, bien sûr, cet ensemble de paires est beaucoup trop gros, il faut que je considère une relation d'équivalence. Et modulo la relation. Donc si j'ai une variété, donc ça M est de dimension K, je dis quand même que M est une variété de dimension K. Et W, ça va être une variété de dimension K plus 1. Donc compact orienté toujours, hein, je ne le répète pas, dont le bord est égal à M, d'accord? Et muni d'une représentation du π1 de W dans G. Hein, donc si j'ai une variété de dimension K plus 1 et une représentation de son groupe fondamental dans G, je peux la restreindre à son bord, et j'obtiens un objet ici de HK de G, et je déclare qu'il est nul. Alors, la paire formée du bord de W et de ρ restreint au bord de W, d'accord, puisque ça c'est bien une variété de dimension K, munie d'une représentation dans G, c'est 0. D'accord? Donc c'est une façon de faire l'homologie que je trouve très parlante, c'est extrêmement géométrique. Et il se trouve que c'est bien la même chose tant que K est plus petit que 3, que ce que vous connaissez. Donc je vous dis juste pourquoi c'est un groupe. Donc la notion de groupe, c'est que si j'ai M1, ρ1 plus M2, ρ2, eh bien je vais dire que la somme, c'est la somme disjointe. D'accord? C'est la classe de la réunion disjointe, avec la paire ρ1, ρ2. D'accord? C'est bien, c'est assez naturel. Et du coup, je vous dis que c'est un groupe, c'est qu'il y a un inverse. Et je vous laisse comme petit exercice de voir que l'inverse de M ρ, l'opposé de M ρ, c'est la variété avec l'orientation opposée. C'est le même objet, mais avec l'orientation opposée sur elle. Hein, donc je suis en fait, là, il y a un énoncé. Il faut voir qu'il y a bien un cobordisme qui fait quelque chose. Mais je vous laisse le plaisir de comprendre pourquoi c'est bien l'inverse. C'est très, très facile. Donc pour ceux qui... pour les connaisseurs, je vais quand même le dire. Je vais quand même faire un petit aparté pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce point de vue-là. Pourquoi c'est bien la même chose que l'homologie des groupes, telle que c'est défini dans les livres classiques.
c'est que, et c'est un truc qui me sera peut-être utile si j'ai le temps à la fin, c'est qu'en fait, il y a bien, quand on a un groupe G, il y a un espace topologique qu'on appelle le classifiant qui joue beaucoup de rôles. Donc il existe pour tout G, il existe un unique, en un certain sens, espace BG, hein, qui est un espace topologique qui est connexe par arc, dont le groupe fondamental est égal à G, et dont le revêtement universel, est contractile. Alors évidemment, moi, le groupe qui m'intéresse, c'est SL de C. Alors, un espace topologique dont le groupe fondamental est SL de C, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de construire. C'est un groupe beaucoup trop gros, qui n'est pas fait pour être le groupe fondamental d'un espace topologique. Donc, mais bon, on a quand même le droit de le construire. Quel est le rapport entre les deux définitions? C'est que, en fait, si on a une variété grand M avec une représentation du pi1 de M dans G, en fait, il y correspond, par un argument de topologie de la théorie de l'homotopie qui est très élémentaire, une application de M dans BG. Hein, parce que vous avez une application de M dans BG, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'elle induit au niveau du groupe fondamental. Elle va induire un morphisme du pi1 de M dans le pi1 de BG, qui est G. Et en fait, ce morphisme est unique à cause des propriétés de BG. Hein, donc c'est parfaitement équivalent. Et quand vous avez un tel F, hein, donc l'application ici, donc pour ceux qui connaissent, qui envoie M rho dans mon groupe HK de G, donc vous avez une application topologique. M, il a une classe fondamentale dans son groupe d'homologie de dimension K. Et vous regardez l'image par F. Donc ça va envoyer ici dans le HK de BG. Ça c'est le groupe, c'est les groupes d'homologie au sens usuel. On va envoyer l'image par F de la classe fondamentale de M. D'accord, donc ça c'était un petit aparté, j'ai pris 3 minutes. Pour ceux qui connaissent, se retrouvent dans des choses plus classiques. Mais je ne vais pas vraiment m'en servir. Je vais plutôt me contenter de cette définition. Et donc, ce qui va m'intéresser, à partir de maintenant, nous prenons G égale à SL de C. Et je vous propose un petit exercice de monter en dimension et de regarder K égale à 1, K égale à 2, et le cas qui m'intéresse vraiment, c'est K égale à 3. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe pour K égale à 1? Alors, ceux qui ont déjà vu l'homologie des groupes savent tous que le H1 d'un groupe, on l'a entendu hier dans les exposés, c'est le groupe G abélianisé. D'accord? C'est le groupe, c'est-à-dire c'est le G modulo, le groupe dérivé, le groupe engendré par les commutateurs. Et donc dans le cas de SL de C, hein, il est bien connu que SL de C, le groupe de matrice, il est parfait, son abélianisé est trivial. Et en fait, il y a quelque chose d'encore plus rigolo avec SL de C, c'est un exercice. Que dans SL de C, tout élément n'est non pas un produit de commutateur, mais il est carrément un commutateur. Tout élément peut s'écrire G égale à AB à moins 1 D moins 1. C'est un exercice pas si difficile, mais pas complètement évident non plus. Il faut quand même se battre un petit peu pour le faire. Et donc, je vais vous montrer que même avec le point de vue ici du bordisme, on va bien voir qu'effectivement, si vous prenez, qu'est-ce que c'est qu'un élément de H1 de G dans le sens que j'ai décrit là-haut, c'est une variété de dimension 1, compacte orientée, il n'y en a guère qu'une seule, c'est un cercle, muni d'un, donc ça c'est engendré par, donc forcément la variété c'est le cercle parce qu'il n'y en a pas d'autre, et une représentation de son groupe fondamental dans G, d'accord, mais le groupe fondamental du cercle c'est Z. Et donc là, c'est l'application qui a 1 de Z dans G, qui a 1 associé à mon élément petit g. D'accord? Et je suis en train de dire que j'ai un cercle avec un morphisme qui envoie le pi1 du cercle vers SL de C. Eh bien, je peux l'étendre, je peux faire border une variété de dimension 2. D'accord? Alors là, il y a quelque chose à comprendre, c'est que effectivement, à cause de ceci, on peut dire que ça va être 0, ça va être équivalent à 0. Parce que c'est le bord de cet objet-là. Vous prenez un tore est pointé comme ceci, un tore, vous faites un trou. Donc le bord de cette variété, c'est bien le cercle. Mais le groupe fondamental, ici, c'est le groupe engendré par
cette courbe-là, alpha, et cette courbe bêta. Et donc vous prenez, donc c'est un groupe libre à deux générateurs, vous l'envoyez vers G en envoyant alpha vers A, bêta vers B, et du coup le bord ici vers G. Donc explicitement, vous voyez bien que vous avez fait border votre cercle par une surface. Donc, je ne vais pas m'étendre, c'est vraiment un exemple, c'est pour vous familiariser avec la définition. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, en tout cas, je n'ai pas envie d'en dire plus. Et je vais tout de suite passer à la dimension 2. Et là, en fait, c'est déjà tout à fait non trivial. J'ai envie de dire un petit peu pour que vous vous rendiez compte que c'est non trivial, et comme c'est mon sujet, c'est la dimension 3, je ne veux pas en dire trop non plus. Hein, mais si vous prenez k égale à 2, en fait, on s'intéresse donc au groupe H2 de FL de C. Et on peut se dire pourquoi ce groupe-là, qu'est-ce que ça peut bien nous importer. En fait, il y a des phénomènes de stabilité, dont on a entendu parler, Christine nous a parlé un petit peu de ça. En fait, ce groupe, c'est le même que H2 de SL3C. D'accord ? Et c'est le même que le H2 de FLNC pour tout n. Pour tout n au moins égal à 2, d'accord ? N'exagérons rien. Et en fait, il a un autre nom, il s'appelle K2. D'accord ? Et il se trouve que c'est un groupe extrêmement complexe. Okay. C'est un groupe indénombrable. Et je peux dire un tout petit peu plus. En fait, il y a des théorèmes qui sont vieux, c'est le théorème Matsumoto des années 50, qui vous donne une présentation de ce groupe-là. Hein, donc il a une présentation qui est très jolie. C'est-à-dire par générateur des relations. Hein, donc c'est un théorème dû à Matsumoto. Et ce groupe-là, en fait, il est engendré par des objets, des symboles, que j'appelle XY, qui sont ça c'est juste un objet, XY, avec XY de nombres complexes non nuls, avec des relations qui sont des relations donc, de multilinéarité, c'est-à-dire que si vous prenez x1, x2, y, ça c'est x1, y plus x2, y, la même chose de l'autre côté, d'accord, c'est idem pour y. J'ai la flemme d'écrire la même chose. Et puis, bon, ça c'est. Si c'était que ça, on comprendrait très bien ce groupe, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une relation qui vient tout cafouiller. C'est la relation x1 moins x égale à 0. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la relation de Steinberg. Et qui fait qu'en fait, on ne comprend pas si bien que ça ce groupe. C'est pas parce qu'on écrit une présentation qu'on comprend le groupe. Et d'ailleurs, je peux vous montrer, dans l'esprit de la définition du cobordisme, un truc assez amusant. Donc c'est un groupe assez complexe. Donc, par exemple, on peut regarder l'ensemble des couples XY. C'est juste pour vous montrer un peu la complexité de cet objet. Je vais regarder l'ensemble des couples XY dont le symbole est nul. C'est-à-dire tel que XY égale à 0. Okay. Vous voyez, hein, par cette présentation, bien malin, qui peut dire, quand vous prenez deux nombres complexes, quand est-ce qu'on va pouvoir, à l'aide de ces relations, écrire une égalité à 0. Mais en fait, si vous regardez la définition du cobordisme, qu'est-ce que ça veut dire être 0 ? Alors oui, excusez-moi. Oula. J'ai oublié de dire un truc très important. Avant ça, c'est qu'il y a une interprétation topologique, bien sûr, de ce XY. Excusez-moi. C'est que, donc, qu'est-ce que c'est ? Il y a un facteur 2 qui est embêtant. J'ai quand même envie d'être correct, donc je le mets. En fait, ça correspond à une variété de dimension 2 qu'on aime bien, qui est le tor. Voilà. Muni d'une représentation, rho. Donc le tor, il est engendré par deux éléments, alpha et bêta. Donc il va envoyer alpha sur la matrice x, x inverse, et bêta sur y, y inverse. D'accord ? Il faut juste deux matrices qui commutent. Hein, le tor, le groupe fondamental, c'est Z2. Et deux matrices qui commutent dans celle de C, on pourrait prendre celle-là, hein, pourquoi pas. Deux matrices diagonales, avec deux paramètres x et y. Et en fait, ce sont les générateurs, d'accord ? Ça veut dire que tout se ramène finalement à des tors. Donc, maintenant, je reviens à mon petit truc. Donc, il fallait bien sûr que je raconte ça. Donc, quand est-ce qu'on a annulation ? Ben, si vous prenez cette présentation, on n'y voit absolument rien. Mais si vous prenez la définition qui est là-haut, il y a annulation quand ça borde. C'est-à-dire quand votre tor, parce que c'est lui le générateur, se trouve être le bord d'une certaine variété de dimension 3. Et votre représentation s'étend à cette 3 variétés. Hein, donc en fait, ceci,
je peux vous donner la description, eh bien, ça va être la réunion sur toutes les variétés de dimension 3 dont le bord égale à S1 croix S1. Mais je vous en ai donné une. Hein, ça, c'est une variété de dimension 3 dont le bord est S1 croix S1. Hein, donc, tous les nœuds vont apparaître à particulier. D'une certaine courbe algébrique plane. Hein, c'est les lieux d'annulation d'un certain polynôme, hein, qui est en fait le polynôme qui dit quand est-ce qu'une représentation du torse s'étend à 3 variétés. En fait, ce qui n'est pas évident, mais vous allez me croire, c'est que ça s'étend si et seulement si il y a une certaine équation polynomiale qui est satisfaite. Et A, ça s'appelle le A polynôme. Le A polynôme, hein, qui est un polynôme à coefficient entier, et qu'au prix de nombreux efforts, on peut calculer étant donné une 3 variétés, d'accord, mais dont on ne sait pas dire grand-chose de plus. Hein, vous voyez apparaître une réunion dénombrable, ici, donc j'insiste sur le côté dénombrable, hein, parce que les 3 variétés, c'est un ensemble dénombrable de courbes planes, bizarres. Donc vous voyez que ce K2 contient en fait finalement une information topologique, il est relié directement à la structure des 3 variétés. Okay, donc c'est ça, c'est un peu le... Je vous mets sur la voie de ce qui se passe maintenant en dimension 3. Donc je ne vais pas en dire plus pour le K2, parce que on passe à H3. Je sais comment au niveau du timing. Ouf. Voilà. Ok, donc maintenant, passons maintenant à K égale à 3. Et donc, je vous rappelle, donc on va s'intéresser à ce groupe H3 de SL2C. Et en fait, ce groupe H3 de SL2C, par définition, en tout cas par ma définition, il est engendré par des paires M rho, hein, où M est une variété de dimension 3 compacte orientée, et rho une représentation de M dans SL2C. Donc on peut déjà, je vais tout de suite vous énoncer une conjecture de rigidité. Donc, je ne suis pas exactement sûr à qui il faut l'attribuer, alors je vais quand même mentionner Bloch, je crois que c'est quand même lui essentiellement, qui va dire que ce groupe est dénombrable. C'est une conjecture un peu faible, donc c'est faible. Je vais la préciser tout de suite après. C'est que ce groupe est dénombrable. Vous remarquez que ça contraste avec H2, d'accord, où il est indénombrable. Donc il y a quelque chose quand même de différent. Et comment c'est possible, d'accord? Alors c'est une conjecture, hein, on ne sait pas le démontrer. Mais pourquoi le point de vue ici est intéressant, c'est que ici il y a quelque chose qui est dénombrable dans cette histoire. Hein. C'est pas ρ, c'est M. C'est-à-dire que dans l'ensemble des classes de 3 variétés et représentations, eh bien, c'est un fait bien connu et assez facile à démontrer qu'une variété de dimension 3 elle est triangulable, c'est un objet combinatoire. Il faut un certain nombre de tétraèdres que vous collez d'une certaine façon. Donc, ça, vous échappez pas du dénombrable. L'ensemble des 3 variétés à isomorphisme près est un ensemble dénombrable. Donc finalement, comme je vais l'écrire, comme l'ensemble des 3 variétés est dénombrable, finalement ce qu'il faut étudier, c'est les représentations de la 3 variétés fixées dans SL2C. Là, on va s'intéresser à un de mes objets préférés, hein, c'est ce qu'on appelle la variété des caractères, X de M. Hein, c'est l'espace des homomorphismes ici 1 de M dans SL2C à conjugaison près. Alors, je mets un double barre ici, je ne veux pas donner de détails, c'est parce que j'ai envie que cet objet-là, en fait, c'est les représentations d'un groupe de présentation finie, c'est un objet algébrique naturellement. Je fais le quotient algébrique, comme ça je suis sûr que c'est une variété algébrique active. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que pour tout élément rho dans cet espace X, donc j'ai une application, plutôt je peux dire que j'ai une application de X de M dans ce groupe H3 de SL2C, hein, qui à ρ associe la paire M ρ. Et ce que j'aimerais bien démontrer, par exemple, c'est que, enfin, c'est exactement l'essentiel du travail, c'est de montrer que son image est finie.
crois être vrai, d'accord? Hein, vous montrez que pour toute variété, finalement, il n'y a pas moyen. Donc une bonne façon de démontrer que l'image est finie, ce serait de démontrer que cet ensemble est fini. Ok, facile. Et en fait, curieusement, c'est ce qu'on attend d'une variété de dimension 3 prise au hasard, qui n'a pas de sens. Mais en quelque sorte, si vous essayez de donner un sens à ce que c'est qu'une variété de dimension 3 aléatoire ou générique, vous devrez naturellement arriver au fait que cet ensemble est fini. Hein, donc génériquement, et bien sûr, toute la difficulté, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord, x de m est fini. D'accord. Et le fait que ce soit une variété algébrique qui est en fait définie sur z, hein, ça veut dire que les équations qui définissent cette variété sont des équations qui sont à coefficient entier. Hein, c'est une variété algébrique définie sur z. Ces points sont à valeur d'un accord de nombre. D'accord, donc ces points des points, donc les représentations associées, sont à valeur d'encart. Accord de nombre, une extension finie dessus. Hein, donc finalement, je vais préciser la conjecture de rigidité en un énoncé encore plus, que je trouve encore plus frappant. Donc conjecture forte. Eh bien, plutôt que prendre un cell de C, je vais prendre un cell de Q bar. Les nombres algébriques, puisque je sais que finalement, toutes les représentations que je connais, elles sont à valeur dans Q bar. Bon, je peux regarder l'application qui va de H3 de SL2 de Q bar dans H3 de SL2 de C. Okay. Alors, il n'est pas si difficile que ça de montrer que cette application est injective. Et la conjecture, c'est que, en fait, c'est un isomorphisme. Conjecture, c'est un isomorphisme. C'est-à-dire finalement que toute représentation, à bordisme près, elle est à valeur algébrique. Okay, donc, il me reste 3 minutes, et c'est bien dommage parce que je voulais expliquer pourquoi. Alors, je ne sais pas bien sûr démontrer cette conjecture. Et ce que je voulais expliquer, c'est que cette conjecture, elle est faite pour s'entendre avec la géométrisation des trois variétés, et c'est quelque chose que je trouve très joli. Et en quelque sorte, elle est tout à fait crédible parce que on voit apparaître chaque phénomène de dimension 3 va se traduire assez bien en ce terme-là. Donc je reviens un petit peu à la classification des trois variétés. Alors, il y a un argument que je vais passer parce que j'ai plus de temps, qui est que la classe associée à une paire trois variétés représentation, elle va bien se décomposer de la même manière que se décomposent les trois variétés. C'est-à-dire que si vous avez une somme connexe, la classe ça va être la somme, c'est pas complètement évident. Et encore moins évident si vous découpez le long de tore. Il y a des arguments que je n'ai pas le temps d'expliquer. C'est qu'en fait, il y a une opération de coupage qui passe bien. En fait, on se ramène au morceau géométrique. C'est-à-dire qu'on va supposer que notre variété grand M, elle porte une géométrie. Alors, soit elle est hyperbolique, soit elle est une parmi les 7 autres possibilités, et là, je vais dire que c'est Seifert. Je vais tout de suite expliquer la dichotomie, elle est assez frappante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces deux situations sont vraiment fondamentalement différentes? Il y a une opération que je n'ai pas encore faite dans ce langage-là, c'est de prendre des revêtements finis. Hein, c'est qu'il y a une petite chose, donc c'est une observation. Et si vous avez ici un revêtement fini de M, comme ceci, hein, mais au niveau des groupes fondamentaux, hein, vous avez une inclusion du pi1 de M dans le pi1 de M comme sous-groupe d'indice fini. Et si vous avez un morphisme ici dans G, rho, eh bien, vous pouvey en déduire ici par proposition un morphisme du pi1 de M tilde, enfin par restriction simplement, dans G. Et si vous réfléchissez un petit peu au truc, vous vous rendez compte que M tilde, donc de revêtement fini de degré D, c'est pas complètement évident dans le langage du bordisme, en fait, mais la paire formée de M tilde et de rho tilde, elle est égale à D fois la paire formée de M et de rho. D'accord? Donc si vous permettez de multiplier par un scalaire, finalement, vous pouvez passer à un revêtement d'indice fini près. Le fait que le groupe soit dénombrable ou dans Q bar,
ne sera insensible au fait que vous prenez un revêtement fini. Et il se trouve que les variétés de dimension 3, c'est très compliqué, mais les variétés de dimension 3 à revêtement fini près, c'est beaucoup plus facile, enfin, grâce à des travaux de plein de gens. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si M est side-path, donc ça c'est facile, il existe un revêtement fini tel que M est un fibré en cercle. D'accord? C'est-à-dire que M tilde, en fait, c'est une fibration sur une certaine surface de genre G, dont la fibre est un cercle. Hein, donc c'est une famille, il faut penser que c'est une famille de cercles qui se baladent sur une base de surface. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte, c'est vraiment un exercice pas très difficile de voir que la classe associée à une telle variété est forcément triviale. D'accord? Parce que la représentation sera à valeur dans un groupe de Borel et il va rien se passer, l'homologie sera 0. Et donc, finalement, votre variété de side-path, elle va être de torsion, puisqu'elle va avoir un revêtement, multiplié par D, ça va faire 0. Donc vous avez une dichotomie qui est très très claire. Donc ça veut dire que M rond est de torsion. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe si vous avez une variété hyperbolique? Eh bien, je vais citer un autre gros théorème. Pardon? Ouais. Si M est hyperbolique, hein, donc c'est le théorème de Hagelwise, qui est que, en fait, un revêtement fini près, et ça c'est un théorème hyper difficile et récent, il existe un revêtement fini tel que M tilde est un fibré sur le cercle. Hein, c'est-à-dire que M tilde, il y a une fibration sur le cercle dont la fibre est une surface de genre G. C'est exactement l'inverse, d'accord? Et à ce moment-là, et je m'arrête là, pression de m'arrêter, en fait, comprendre pourquoi je dis ça, c'est que comprendre des représentations de variétés comme ça, alors c'est pas beaucoup plus simple, c'est pas vrai, mais en quelque sorte, ça se ramène à un objet que j'aime beaucoup, c'est que finalement, une représentation ronde bien dans un celle de C, bon, en fait, si vous y réfléchissez, le groupe fondamental de ce truc-là, c'est le produit semi-direct de Z par le tien de la surface. Donc il y a un petit argument, donc je n'ai pas le temps de faire, mais qui est qu'elle est essentiellement déterminée, donc à l'intérieur vous avez le tien de la surface de genre G, d'accord? Elle est déterminée par la représentation de surface de genre G dans la celle de C, donc qui est la restriction. Et donc finalement, ce qui vous intéresse, c'est vous prenez la variété des caractères d'une surface, et vous regardez comment le mapping class group, qui est donc la monodromie de cette chose-là, agit. Hein, donc vous avez le mapping class group mode de S qui agit sur cette variété-là, et vous pouvez traduire tous les problèmes de rigidité dont j'ai parlé en des problèmes de dynamique algébrique, dynamique de l'action du groupe modulaire de la surface sur sa variété des caractères. Donc, et en particulier l'espace des points fixes. Donc il y a une reformulation complètement dimension 2, entre guillemets, de ces problèmes, que je ne sais pas plus résoudre, d'accord? Mais c'est quand même un passage que je trouvais étonnant, donc je voulais parler. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que vous pouvez trouver, pour la relation Stamburg, est-ce que vous pouvez trouver un comparison de policy? C'est une excellente question qui m'a été posée il y a 15 ans, non 10, par Étienne Gis, et qui était un peu le point de départ de mon intérêt pour cette question-là. Eh bien, je ne sais pas. J'ai passé beaucoup de temps. Je ne sais pas, et c'est une question que je trouve très sympathique, et c'est pour ça que j'ai passé autant de temps, je ne sais pas justifier topologiquement l'existence de la relation de Steinberg. C'est-à-dire que je ne sais pas fabriquer une variété de dimension 3 dont le A polynôme est égal à x 1 moins x. Okay, et en fait, je sais même que si elle existe, elle est sacrément compliquée. D'accord? Donc, j'ai quelques idées sur cette manière de présenter tout le théorie de cas avec la même façon. Est-ce que je n'ai pas compris la question? Parce que définir HK par oui. comparison. Et je pense qu'on peut aussi présenter le cas, tout le théorie de cas. Tous les cas, les plus grands cas, c'est ça? Oui. Oui. Mais après, c'est plus exactement l'homologie, d'accord? C'est le groupe de Bordis, mais il y a une relation. Il faut dire plus de choses et j'avais pas le temps. Mais oui, il y a une relation très connue entre l'homologie et le bordisme.
On peut en discuter, effectivement. Il y a une question là-bas, oui. Quel est le rôle du volume dans l'histoire? Ah, excellente question. C'était la partie que j'ai passée à la fin, mais je me permets de répondre. Il y a un truc que j'aime beaucoup et que je voulais dire, c'est que, en fait, l'homologie d'un espace topologique quel qu'il soit contient une norme qui s'appelle la norme simpliciale, qui est étudiée depuis Gromov, etc., qui consiste juste à minimiser le nombre de simplexes dont on a besoin pour réaliser un objet. Donc en fait, cet espace H3 de SL de C, qui d'ailleurs n'est pas très loin du K3 de C, mais ça c'est une parenthèse, est muni d'une norme naturelle. Et quand vous prenez une variété hyperbolique avec sa représentation de monodromie et que vous prenez sa norme, eh ben, tu vas trouver le volume. Donc ça c'est un truc que je trouve fascinant, c'est qu'en fait cet espace vectoriel, dont on peut dire beaucoup de choses, en fait il est normé et il contient finalement la donnée de tous les volumes de toutes les trois variétés.